Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce webinaire, un webinaire qui est dédié au bulletin de salaire des présidents de SASU. Alors, Martine qui me pose une question d'emblée pour savoir si ça n'a fait pas un double webinaire avec le salaire minimum. Pas tout à fait, parce que celui qui est lié au salaire minimum et la rémunération minimale s'adresse à la fois au gérant majoritaire et à la fois au président de SASU et aborde le point du minimum, alors que nous, on va couvrir uniquement que les présidents de SAS, de SAS et de SASU, mais également, cette partie fait du minimum qu'il faut avoir. Ce sera un point dont on discutera tout à l'heure. En tout cas, rebonjour. Je vais commencer effectivement ce webinaire avec Étienne. Étienne qui est juriste en droit social, bientôt avocat également, et donc qui va me faire un grand plaisir parce que c'est lui qui va parler le plus dans cette histoire. On a défini aujourd'hui au jeu avec pile ou face et on s'est dit que ce serait pas mal que ce soit tout simplement Étienne qui prenne la plus grande partie de la présentation. En tous les cas, on sera deux pour pouvoir répondre à vos questions. Quelque chose donc totalement dédié au président de SAS et de SASU. Alors, on va commencer tout de suite par un sommaire qui est assez dense, hein, vous allez voir. On prend les bulletins de salaire, le coût des charges sociales, les différentes charges sociales, les DSN, le compte personnel formation, le cumul mandat et contrat de travail et combien se rémunérer. Et c'est là où on va aborder les minimums qu'il faut avoir, mais on va aller un petit cran au-dessus. On vous délivrera un secret, celui en tous les cas sur lequel les personnes peuvent gagner un peu plus d'argent, en tout cas jusqu'à quel montant il faut avoir. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on sera deux, hein, Étienne et moi, pour pouvoir animer. Donc, je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de Doux et je suis expert comptable. Donc, vous êtes assez nombreux aujourd'hui. Et puis, ce que vous allez pouvoir faire, c'est poser vos questions en direct. Il y aura un webinaire qui arrivera 5 minutes à l'issue de ce webinaire, un replay, du moins, excusez-moi. Et puis, on a aussi une chaîne YouTube qui parle très régulièrement des rémunérations de présidents de SAS et de SASU. Alors, sans plus attendre, parce qu'on a quand même un grand sujet à dévoiler, on va commencer tout de suite par le bulletin du président. Alors, je rappelle effectivement qu'un bulletin de paye d'un président, ça ressemble à s'y méprendre à celui d'un salarié. Voilà, c'est exactement la même chose. Si on regarde bien, il y a exactement les mêmes libellés. Mais pas tout à fait. Pas tout à fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, un président de SASU n'est pas un salarié, hein, tout simplement. Il est assimilé salarié, mais il n'est pas salarié. Alors, c'est quoi la différence? On a l'impression, effectivement, de faire un peu sémantique, mais pas du tout. Tout simplement, le Code du travail, hein, celui, en fait, qui détermine ce qu'est un salarié, c'est-à-dire avec un lien de subordination vis-à-vis, effectivement, d'un employeur, tout ça, ça n'existe pas. Donc, le Code du travail, pouf, à la poubelle. C'est tout simplement aussi simple que ça. Ça veut dire tout simplement qu'il ne peut pas y avoir de congé payé. Bon, ça, on s'en fout un peu, vous me direz, parce qu'il n'y a pas d'horaire minimal ou d'horaire maximal non plus. Il n'y a pas d'obligation de repos. Il n'y a pas d'obligations qui sont liées à des semaines travaillées ou pas travaillées, des congés payés ou pas. Tout ça, ça n'existe pas du tout. En fait, un président est totalement libre de faire ce qu'il a envie. Traduire qu'il peut travailler beaucoup. C'est ça la réalité, en fait, dans la réalité. Et puis, il y a aussi un petit détail, très léger, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup d'incidences, c'est qu'il n'y a pas de Pôle emploi. Alors, pas de Pôle emploi, ça signifie quoi? Sans Pôle emploi, ça veut dire que tout simplement, vous n'allez pas cotiser à Pôle emploi. Vous, en tant que salarié, assimilé salarié sur le bulletin de paye, ni la société, à part un petit bout de APEC qui est quand même sur tous les cadres, mais de façon très concrète, surtout, vous n'y avez pas le droit, hein, pour faire ultra simple. Ça veut dire qu'un président qui est mandataire social et qui demain se retrouve à la rue parce que sa société a fait faillite, il peut toujours s'inscrire à Pôle emploi. Ça, c'est pas interdit. Par contre, il ne sera pas indemnisé. Ça, c'est la première conséquence. Et puis la seconde également, alors ça, c'est un petit peu plus subtil, du fait que la personne, c'est-à-dire le président de société, ne peut pas bénéficier de Pôle emploi et qu'il ne cotise pas à Pôle emploi, eh bien, cela signifie que la société ne peut pas bénéficier des aides que les salariés peuvent apporter à leur entreprise. Alors, pas tous les salariés, je pense notamment à ceux qui sont payés au SMIC ou ceux qui sont payés 2 fois moins du SMIC. Il y a tout un système de réduction sur les cotisations sociales et tout ce qui va avec. Tout ça,
c'est mort. C'est aussi simple que ça. Ça ne peut pas fonctionner pour un président de SASU, sauf la première année, si le président de SASU bénéficie de l'ACRE. Donc voilà très exactement ce qu'il en retourne. Et on va le voir tout à l'heure, il y a un coût de taux social qui est quand même très élevé. Donc ce sera Étienne qui reprendra la parole à ce moment-là. Et on va pouvoir tout de suite rappeler, comme un bulletin de salaire, quelle est la différence entre salaire brut, salaire net et coût global pour l'entreprise. Eh bien, tout simplement, quand on parle de salaire chargé, entre parenthèses, le coût global pour la SAS, eh bien, c'est tout ce que vous voyez. Le coût chargé, c'est les cotisations patronales, les cotisations salariales et salaire net. Et le salaire brut, c'est ni plus ni moins que l'addition de salaire net plus des cotisations salariales. Et tout ça, ça forme le brut. Et c'est sur ce brut que se calculent les charges patronales. Donc voilà, le coût global pour une société, c'est tout cela. Alors, ça, c'est la théorie. Maintenant, en pratique, comment ça se passe? Là, on voit le coût des charges sociales. Donc, l'image devrait vous évoquer quelque chose. On sent un peu d'haltérophilie. On n'a pas trouvé de poids plus lourd, en tous les cas. Mais on aurait pu, je pense, très sincèrement le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand votre société a 1 000 € de budget pour vous rémunérer, de façon très concrète, sur ces 1 000 €, il y en a 470 qui vont en charge sociale. On devrait dire des cotisations sociales et 530 en salaire net. Pourquoi j'utilise peut-être le mot cotisation plutôt que charge? Parce que tout simplement, charge, on sent que c'est quelque chose qui est un peu perdu, alors que cotisation, je rappelle quand même que au-delà de l'aspect solidarité, vous avez aussi votre retraite, vous avez votre prévoyance, vous avez votre mutuelle, vous avez absolument tout qui va aller avec. Mais globalement, on ne va pas se voiler face. Aujourd'hui, être rémunéré sous forme de salaire en tant que président, ça a un coût, tout simplement. Et donc, on s'est amusé, du coup, en fait, à se poser la question de si vous vouliez 600 € net avant impôt sur le revenu, je le rappelle, enfin, quelqu'un qui a 600 € d'impôt de salaire net par mois, a priori, il va pas trop payer effectivement d'impôt sur le revenu, sauf si son conjointe gagne très bien sa vie. Mais globalement, voilà, le coût global pour l'entreprise, ce sera à peu près 1 110 € par mois. Si on va avoir 1 200 € net, ça coûtera 2 220. Si on va avoir 2 000 € net, ça coûtera 3 700 € par mois. Donc ça, ces choses-là, ces simulations, vous pouvez y avoir accès assez facilement. Mais en tous les cas, sachez qu'à chaque fois, grosso modo, j'exagère, mais vous avez systématiquement une sorte de clone quelque part, qui gagne à peu près la même somme que vous, mais qui s'appelle cotisation sociale, très exactement. Voilà, et donc pour revenir à ce coût, pour avoir 100 €, eh bien, il va falloir effectivement débourser 28 € de revenu salarial, ça fera 128 de brut, 58 € de charges patronales, tout ça sur calculer le tout, et donc ça coûtera 186 € dessus. Alors bien évidemment, vous aurez une économie, si vous êtes un impôt sur les sociétés notamment, eh bien ça réduira le montant de votre impôt sur les sociétés, qui est, je rappelle, de 18%, de 15%, excusez-moi, de 15% jusqu'à 38 120 et à 26,5 depuis quelques jours, depuis pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, très exactement. Alors, concrètement, on va peut-être avant. Alors, les charges sociales, bon, voilà, c'est 85% du salaire net, si on en avait parlé. Et puis, si vous voulez avoir 1 000 € net, votre société, voilà, déboursera 850 € de façon très concrète. Alors, je parlais tout à l'heure que la première année pouvait être l'exception pour avoir une réduction d'impôt de charges sociales. Donc, on parle de l'ACRE dans ces conditions. Donc, l'ACRE, c'est une possibilité d'avoir une réduction, ce n'est pas une exonération, qu'on soit très clair, et il n'y a pas spécialement de formalité à faire. Auparavant, il fallait avoir monté dans le dossier la demande d'ACRE auprès de la directe. Désormais, tout ça, c'est terminé, il n'y a plus de formalité, mais attention, on vous l'accorde systématiquement, puisqu'il n'y a pas de formalité, mais si vous l'utilisez et que vous ne devez pas le faire,
eh bien, un jour, peut-être que l'URSSAF ira vous demander de l'argent. Et donc, bien évidemment, cette réduction de charges, elle est pour tout le monde, enfin pour tous ceux, en tout cas, qui bénéficient de l'ACRE, mais elle est fonction également, ce taux d'exonération, en tout cas de réduction, va être effectivement maximal lorsque on s'accorde une rémunération inférieure à 30 852 €. Comme vous voyez, effectivement, elle va être dégressive jusqu'à 41 136. Et au-delà de 41 136, eh bien, l'État, enfin, sous le législateur, estime que si vous êtes capable de vous donner au-delà de 41 000 € de rémunération brute, alors c'était en 2020, ça fera un petit chouïa de plus en 2021, mais de façon très concrète, eh bien, vous ne devez plus avoir de réduction. Voilà très exactement ce qu'il en coûte lorsqu'on ose effectivement demander un petit peu plus d'argent. Alors, parfois on nous pose comme question, alors c'est pas encore arrivé, mais comme ça je vais y répondre tout de suite, pourquoi est-ce que ça vous coûte se donner de l'argent si on touche l'ACRE? Ça veut dire qu'il y a de fortes probabilités qu'on touche l'ARE également. Eh bien, ce serait une excellente question en tous les cas, même si elle n'a pas été encore posée, mais parfois certains dirigeants font dès la première année d'excellents résultats au niveau de leur société, et plutôt que de payer un gros impôt sur les sociétés, il peut être intelligent, ou en tout cas, il peut être intelligent de réfléchir à la possibilité d'une prime à s'octroyer, quitte à payer des charges sociales, mais de façon moins élevée, ce qui va vous permettre en fait de reporter votre ARE, cette fois-ci, votre Pôle emploi, pendant X mois. C'est-à-dire que si vous avez une prime qui est le double de ce que vous avez l'habitude de toucher chaque mois, eh bien, au lieu d'avoir votre Pôle emploi pendant 24 mois, vous l'aurez pendant 26 mois, dont 2 mois de trou, puisque ce sera les 2 mois sur lesquels vous vous êtes rémunéré. On a pris quelques exemples, puis après on reviendra à vos questions, notamment du salaire net, on en a parlé, et donc sans ACRE ou avec ACRE, eh bien voilà les différences. Donc on reprend quelqu'un qui avait 600 € net, tout à l'heure je vous ai dit que ça coûtait 1110 €, eh bien si la personne bénéficie de l'ACRE, ça coûtera 827 €, c'est-à-dire qu'on aura fait une économie chaque mois mensuellement de 283 €. Bon, vous voyez, c'est bien, il n'y a pas quoi non plus sauter au rideau. Et si on se donne 1200 € par mois, on aura une réduction qui ira jusqu'à 614 € par mois, très exactement. Alors, j'en ai parlé de l'ACRE. Je pense effectivement qu'il suffit quand même de rappeler quelques éléments pour pouvoir bénéficier de l'ACRE. Il faut exercer le contrôle de la société pendant au moins 2 ans à compter la création de la reprise. Ne pas avoir bénéficié de l'ACRE ou de l'ACRE. Alors, on n'a pas fait de faute d'orthographe, c'est qu'auparavant, l'ACRE s'écrivait avec 2 C. C'était pas le même acronyme, mais c'était exactement la même chose. Et de l'ACRE avec un seul C, c'est la forme moderne au cours des 3 dernières années. Et si vous avez un doute, dans ces cas-là, c'est super simple. Il faut contacter l'URSSAF et pourront vous répondre tout simplement à vos questions. Alors, on va en profiter, avant que je laisse la parole à Étienne, de répondre aux questions. Philippe, OK, mais il y a toujours moins de charges qu'un salarié à salaire égal si salaire supérieur à 2 fois le SMIC. Alors, Philippe, quoi qu'il arrive, un président de SASU coûtera toujours plus cher que pour un président qui ne bénéficie pas de l'ACRE, il coûtera toujours quasiment plus cher qu'un salarié. Et quand il y aura bien évidemment une seule exception, c'est quand les salariés perçoivent des niveaux de rémunération qui vont au-delà de 2 fois le SMIC, où là, le coût est à peu près égal. C'est la raison pour laquelle, pareil, il n'y a pas de question, mais je vais en profiter pour en parler. Parfois, dans les couples, certains se mettent président et l'autre directeur général. Alors, c'est une solution qui est très agréable, notamment quand on touche l'ARE et l'ACRE, notamment les 2 premières années pour l'ARE, si c'est 2 ans, bien évidemment. La fin de la 2e année, on peut se poser la question si l'un des conjoints peut ne pas redevenir, entre parenthèses, purement salarié et directeur, par exemple le 4, pour coûter moins cher à la société, notamment s'il n'arrive pas à avoir une rémunération qui soit supérieure à 2 fois le SMIC. C'est une question qu'on peut se poser à la rigueur. Thibaut qui pose une question, si je viens de créer une SAS de e-commerce, mais à côté je suis salarié avec salaire fixe, nous sommes d'accord que l'on n'a pas droit à l'ACRE.
En principe, Thibaut, vous avez parfaitement le droit à l'ACRE. Il n'y a pas de condition de ne pas avoir une autre activité en plus. L'ACRE, c'est une aide qui est automatique dès la création d'une activité indépendante, dans la mesure où vous n'avez pas eu une autre activité indépendante dans les 3 ans précédant votre activité. Donc, vous pouvez très bien être salarié et avoir l'ACRE. Oui. Après, il faut bien faire attention sur les conditions. Comme Patrick vous a parlé de 3 années où il n'y a pas eu d'ACRE durant ces années-là, ou faire attention à ne pas faire évoluer une société vers une autre société en disant c'est une nouvelle société, donc j'ai le droit à l'ACRE. Non, mais salarié et ACRE dans cette activité, c'est aussi possible, il n'y a pas de problème. Dès lors, vous remplissez les conditions classiques de l'ACRE. On a un webinaire sur l'ACRE, je crois, il me semble, Patrick, qu'on a mis tous les deux, où on parle quasiment pendant les 3 quarts du temps que de l'ACRE et des conditions particulières, parce que quand on parle de contrôle de la société, ça peut prendre en considération plein de cas de figure. Le cas général, c'est avoir le plus de parts sociales, le plus d'actions dans votre société. Donc, vous avez 51% des parts sociales ou du capital social, c'est bon. Mais voilà. Après, je crois qu'on a une autre question de Rudy qui nous dit est-il intéressant de prendre l'ARS, oui, il écrit l'ARS, je ne sais pas si c'est une faute de frappe, et ajouter un salaire dans le maximum de 30 852 €. Alors, Rudy, peut-être que vous vouliez parler de l'ACRE et pas de l'ARS, parce qu'on n'a pas abordé le cas de l'ARS dans ce webinaire. Oui, si vous avez le droit à l'ACRE, que vous avez vérifié les conditions, vous avez le droit à l'ACRE, il faut rappeler, Patrick, comme vous l'expliquez, il n'y a pas de formalité. L'ARS, non, vous parlez de l'ARS. Eh ben, l'ARS, c'est oublié, hein, c'est vraiment pas très, très intéressant parce que vous perdez, ça n'a rien à voir avec l'ACRE. Ça n'a rien à voir avec l'ACRE. Vous avez juste un capital qui correspond à un pourcentage de votre droit à l'ARE. Et c'est un pourcentage qui est assez faible parce que c'est moins de la moitié. Et ça n'a rien à voir avec la réduction des cotisations sociales. Ça n'a rien à voir avec l'exonération des charges sociales. Si vous versez un salaire en plus de l'ARS, eh ben, vous aurez les charges sociales normales qui pèsent sur le salaire d'un président de SASU à taux plein. Terminé. Voilà, je viens de mettre le talk show notamment, où on nous voit avec Étienne, parler de l'ARE, de l'ACRE et de l'ARS. Donc là, tout est expliqué. L'ARS, c'est bien le capital et là, il n'y a pas de doute. Je crois qu'il y a Guillaume qui nous pose une question. Bonjour, j'ai bénéficié de l'ARE pendant 2 ans et je n'ai plus de droit maintenant et je vais me verser un salaire. Ai-je droit à l'ACRE et comment on fait la demande? Nous sommes 2 dirigeants. Alors là, c'est le cas vraiment, Guillaume, je vous encourage de suivre le webinaire sur l'ACRE parce que là, il y a plusieurs choses dans votre situation. Déjà, vous n'êtes pas tout seul dans la société, vous êtes 2 dirigeants. Alors, je ne sais pas s'il y avait une répartition de capital entre vous deux et si c'est le cas, dans quelle proportion. Ensuite, l'ACRE, elle commence dès la création de la société. Dès la création de la société et pas lorsque je commence à me verser un salaire en tant que président. Donc, je crée ma société, j'ai le droit pendant 12 mois à l'ACRE. Si je ne me verse pas de salaire pendant 6 mois, les 6 premiers mois de la création, et que je commence à me verser un salaire au bout de 6 mois, eh ben, j'aurai en fait droit à l'ACRE que pendant les 6 mois restants et pas 12 mois. Donc, si vous avez créé votre société, que ça fait plus de 2 ans que vous avez créé votre société, l'ACRE, c'est fini. Voilà. Alors, après, on a Martine. Peut-on bénéficier de l'ACRE en commençant à se salarier? Alors, l'ACRE, ça n'a rien à voir avec le statut de salarié. C'est quelque chose qui est uniquement pour les dirigeants, les présidents, les indépendants en règle générale. Donc, c'est 2 choses complètement différentes. C'est un petit peu, l'ACRE, c'est ce qui vient un petit peu compenser cette inégalité. Et Patrick vous en a parlé un petit peu sur les cotisations, les charges sociales qui pèsent sur les bas salaires des salariés, qui sont beaucoup plus favorable que si vous aviez vous-même un bas salaire, par exemple 1,6 SMIC. Pour les salariés, eux, ils paieront beaucoup moins de charges. Vous employez un salarié avec ce niveau de rémunération-là, vous paierez beaucoup moins de charges que votre propre salaire avec cette rémunération-là. Donc, c'est 2 choses différentes. Et donc, l'ACRE vient un petit peu compenser les choses en donnant un petit coup de pouce aux dirigeants qui créent une entreprise la première année. J'ai une question d'Axel. Bonjour, y a-t-il un intérêt à bénéficier de l'ACRE si on ne se compte pas se verser de salaire là où les 2 premières années en ARE? Axel, tu l'as. Quoi qu'il arrive, d'une façon, ça ne peut pas manger de pain. Et puis, comme je dis parfois, on n'est pas à l'abri d'un succès. Ça veut dire que si ta première année, tu fais un excellent résultat et que tu veux éviter notamment de payer de l'impôt sur les sociétés, bien Axel, je pense que ça vaut le coup, en tous les cas, de pouvoir en bénéficier. Donc là, je suis d'accord que si tu ne te verses pas du tout de bulletin de salaire et que tu es président de SAS ou de SASU, c'est vrai que le bénéfice de l'ACRE, tu ne le verras pas. C'est aussi simple que ça. Il ne peut pas exister puisque en se versant 0 comme salaire,
ben, on paye 0 comme charge sociale. Donc, c'est la plus grande réduction qu'on puisse avoir. J'ai une question de Max. Bon courage. J'ai un petit peu de mal à comprendre. Je sais pas si... Je pense, moi aussi j'ai un peu de mal. Je la relis. Important, choisir une déclaration mensuelle pour je lis littéralement, pour ne pas devoir rembourser l'ARE sur une déclaration trimestrielle qui fait la moyenne des revenus sur les 3 mois en cas de versement de salaire. Ça y est, je crois comprendre effectivement. La question, c'est, tu sais, quand, Étienne, tu as la possibilité de payer mensuellement tes charges sociales ou de les verser trimestriellement. Alors oui, mais attention, il y a Max qui nous précise, Edith, c'est pour le cas des auto-entreprises. Donc là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Il faut tout oublier. L'ACRE pour les auto-entreprises, ça n'a rien à voir avec l'ACRE quand on crée une société. C'est d'autres conditions. Et ça, c'est vraiment rien à voir. Alors, encore une fois, on fait un webinaire dédié sur l'ACRE. Éventuellement, à la conclusion. JP, voilà. Alors, une question de JP. Y a-t-il des changements pour l'ACRE en 2021 ? La durée d'exonération est-elle prolongée des suites du contexte économique lié au Covid cette année ? Pas à ma connaissance. Sur les créations de sociétés, en tout cas pour les présidents de SASU ou des SAS ou toute personne qui crée une société, les règles demeurent les mêmes. Ouais. Et c'est des questions, c'est des vraies questions parce que on sent qu'il y a un mouvement. Est-ce que ça donnera quelque chose ? Parce que l'ARE pourra-t-il être prolongé ? Est-ce que l'ACRE pourrait prolonger ? C'est une question qu'on nous pose souvent. On a vu des choses qui circulaient, mais j'ai pas vu les textes. Voilà. Donc, et comme ces textes arrivent de façon aujourd'hui quasiment, enfin, les journalistes sont au courant avant même les législateurs. Désormais, on ne sait même plus à quel sens se vouer désormais pour avoir une idée. Auparavant, on avait une idée de ce qui allait se passer le mois suivant. Désormais, on ne sait absolument rien du tout. Après, il y a des dispositions pour aider à payer les cotisations de manière courante, mais ce n'est pas à voir avec l'ACRE. Alors, JP qui pose la question, où paraissent ces textes, justement, il peut y en avoir de tous les côtés. Ça peut être la loi de financement de la sécurité sociale. Mais en règle générale, Patrick, je te coupe, si vous voulez vous renseigner à la source, il faut aller sur legifrance.fr. C'est le journal officiel, sur le JO, sur le journal officiel de la République française. C'est là que sont publiés tous les jours tous les textes qui sont applicables dans notre pays. Mais il faut aimer lire les textes de loi après. Hein. C'est brut de décoffrage. Voilà. Et souvent, c'est des décisions ministérielles qui apparaissent au dernier moment. Voilà, comme l'ARE qui est reconduit automatiquement jusqu'à fin janvier si les droits se terminent actuellement. Bon, ça veut dire qu'on va gagner 15 jours, 3 semaines pour certains. Ok, on commence la troisième partie. Allez, alors là, bon, c'est beaucoup moins intéressant. On va parler un peu de l'administratif, mais c'est super important. C'est quand même, c'est pas intéressant, je suis désolé, mais c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Ce qui est derrière vos charges sociales, Patrick vous expliquait que c'était quand même 85% de votre salaire net. Où va cet argent ? Eh bien, vous le voyez un petit peu en dessous du titre. Ces charges sociales sont réparties dans 4 grandes familles. En réalité, c'est beaucoup plus, mais pour faire simple, c'est 4 grandes familles. Vous avez l'URSSAF qui va prendre l'essentiel des charges sociales. Vous aurez la complémentaire santé d'entreprise si vous en souscrivez une, ce qui peut être une bonne option pour vous, président de SASU, de SAS ou gérant minoritaire. Bref, pour vous qui êtes assimilé salarié, vous pouvez avoir une complémentaire santé d'entreprise, une mutuelle d'entreprise qui va prendre en charge les frais de santé, vos frais de santé personnels payés, allez, je fais une caricature, payés par votre entreprise, pour faire très simple. C'est intéressant, ça fait une économie sur votre salaire. Vous aurez aussi les cotisations et les charges sociales qui reviennent de reverser à l'Agirc-Arrco. Donc là, c'est votre retraite complémentaire comme pour les salariés. Et ça sera, l'Agirc-Arrco va à ses propres règles de cotisation, c'est compliqué. Vous avez vu un exemple de bulletin de salaire, il y a beaucoup de lignes. Et à chaque ligne correspond une cotisation. Et si je fais une petite caricature, chaque cotisation a son propre régime juridique, a sa propre assiette, son propre taux, ses propres limites. Et c'est ce qui rend les choses assez compliquées. Donc l'Agirc-Arrco, ça va être votre retraite complémentaire, en complément de la retraite de base. Et ça sera un organisme, de manière très pratique, ça va être un organisme privé qui va gérer de collecter les cotisations à reverser à l'Agirc-Arrco. Vous aurez aussi la prévoyance. La prévoyance, parce que vous êtes certes assimilé salarié, mais assimilé cadre. Et à ce moment-là, il y a une convention qui date de 1947, qui a été reprise en 2017, bref, qui vous fait obligation d'avoir une prévoyance. Qu'est-ce que c'est qu'une prévoyance ? Une prévoyance, c'est quelque chose qui va venir en complément d'un risque assumé par la sécurité sociale
de base, un risque de base, mais ce sont des risques lourds. On va parler d'invalidité, ça veut dire vous avez un accident qui vous rend, vous avez perdu un bras, une main, un doigt ou un pied, je ne sais pas, et ça va vous empêcher de continuer de travailler totalement ou partiellement. Vous allez avoir droit à une indemnité, et en ayant une prévoyance supplémentaire, ça va compléter l'indemnité de base qui est assez faible. Ça peut être aussi tout simplement une incapacité temporaire de travail. Vous êtes tombé malade, vous ne pouvez plus travailler pendant 1 ou 2 semaines, et vous avez besoin d'un revenu de remplacement, et ce sont les indemnités journalières. On en parlera à la fin. Vous en avez le droit, mais la prévoyance, c'est quelque chose qui va pouvoir aussi augmenter ce droit-là. Et pire, dans la pire des situations, c'est aussi vous décédez tout bêtement et vous laissez vos proches, votre famille sans rien. Du jour au lendemain, vous avez le droit à un capital décès. Bref, tout ça, c'est le pack prévoyance. On a un webinaire dédié là-dessus sur la prévoyance. On parle que de la prévoyance, que de la protection sociale des présidents de SASU. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous ou regardez le replay. Mais voilà, vous avez un peu le schéma basique des charges sociales qui vont se répartir, qui vont se ventiler à travers ces 4 grandes familles. La maternité, oui, la maternité, c'est aussi une cotisation. Il y en a plusieurs. Hein. Vous prenez un bulletin de salaire, vous prenez une par ligne, c'est énorme. Les cotisations maternité-paternité, ça peut être, c'est pris en charge par la sécurité sociale de base, donc ça fait des cotisations de base, mais la prévoyance peut aussi prendre en compte ce risque-là de manière complémentaire. Mais ça, à ce moment-là, c'est quelque chose qui se mettra en plus des cotisations des charges sociales de base. Ça nécessite un certain formalisme, mais c'est possible. Alors, continuons dans cette panoplie administrative, dans ce millefeuille administratif français, dont là, vous voyez juste la tête de l'iceberg. Comment est-ce qu'on s'inscrit aux organismes sociaux? C'est une question qu'il faut se poser, parce que quand vous versez un salaire pour la première fois, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est pas compliqué, mais c'est un peu long. C'est un peu long. Avec Patrick, on a fait un tutoriel là-dessus pour vous expliquer de zéro, de A à Z, partant de zéro, comment est-ce qu'il faut faire pour mettre en place une paye, votre toute première paye de président. Je vous mets le lien dans le chat. Là, on a fait un tutoriel de 8 étapes qui va reprendre ce que je vais dire de manière très succincte là devant vous. Pour l'URSSAF, il va falloir s'inscrire via une DPAE, comme pour un salarié, ce qui est étonnant. Si vous vous renseignez un petit peu sur ce qu'est une DPAE, déclaration préalable à l'embauche, c'est quelque chose dans lequel vous remplissez un formulaire qui est assez simple. En principe, votre cabinet d'expertise comptable, Dougs ou quiconque le fait pour vous. Mais si vous vous renseignez un petit peu là-dessus, c'est bizarre parce que vous devez inscrire dedans, cocher la case votre contrat de travail, contrat CDI ou CDD. Patrick vous expliquait que vous n'étiez pas assujetti au code du travail, donc vous n'avez aucun contrat de travail. Mais pourtant, pour vous inscrire à l'URSSAF, il faudra passer par là et mettre CDI. On le fait pour vous chez Dougs, mais voilà, c'est une démonstration que le système français, le paquebot français, le paquebot administratif français ne fonctionne pas très bien. La retraite complémentaire AGICARCO, ça se fait lors de votre première paye. Vous allez recevoir un courrier qui va vous expliquer votre affiliation à une caisse de retraite de complémentaire AGICARCO. La prévoyance, ce sera selon votre contrat de prévoyance et les modalités de ce contrat, parce que c'est un contrat privé. La complémentaire santé, ce sera pareil, sauf qu'il faudra mettre en place une décision unilatérale de l'employeur. C'est quelque chose c'est un formalisme particulier. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quelque chose qu'il faudra faire parce qu'en fait, la cotisation versée à la complémentaire santé d'entreprise qui va rembourser vos frais de santé de base, vous allez chez qui a complété le frais de santé de base, quand vous allez chez le médecin, vous allez à la pharmacie, vous allez faire une consultation médicale. Le reste à charge peut être pris en charge par justement cette complémentaire santé. Et pour que ça puisse fonctionner correctement, pour qu'il y ait un avantage fiscal pour vous, il y a un peu un fouillis administratif à faire avec cette décision unilatérale de l'employeur. C'est pareil. On en parle aussi dans le webinaire consacré à la protection sociale du président. J'en parle également dans le tutoriel que je vous ai mis dans le chat. Mais voilà, les choses qui sont en très grand résumé qu'il faudra accomplir lorsqu'on débute une paye pour la toute première fois. Et si vous voulez une date, si vous voulez un temps consacré pour que les choses soient bien mises en place, il faut compter environ 2 mois. C'est énorme, hein. Quand on dit ça, quand on s'inscrit et qu'on veut démarrer une entreprise, une SASU, et qu'on veut se verser un salaire, savoir qu'il faut compter environ 2 mois pour que les choses se mettent en place correctement, c'est énorme. Je vous donne un exemple très concret pour l'URSSAF, la DPAE, qui va déclencher la création d'un compte URSSAF. Vous allez recevoir à la suite de cette DPAE un courrier de l'URSSAF pour vous donner un numéro de compte, très basiquement. Ben ça prend entre 5, 6, 7, 8 semaines. C'est énorme. Sans ça, on ne peut pas
vous expliquer après, on peut pas faire les déclarations sociales, personne ne peut les faire. Donc voilà, ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est mis en place, les choses iront plus simplement et ce sera beaucoup plus facile pour vous. Alors, je vais en profiter pour lire les questions qui sont posées et tu vas pouvoir répondre, Étienne. Stéphane qui pose comme question, je suis président SASU. Si j'ai bien compris, la société peut prendre en charge à 100% la mutuelle, la prévoyance, etc., contrairement à un salarié qui paye en général 50% de la mutuelle entreprise, par exemple. Alors, oui et non. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire, c'est un peu compliqué, mais schématiquement, vous ne pouvez pas faire une différence de traitement entre vous et votre salarié. C'est-à-dire que si vous prenez en charge la mutuelle d'entreprise à 100% pour vous et à 50% pour votre salarié, ça va poser un problème. Alors, je dis ça, mais il y a des manières de faire varier le taux de prise en charge de la cotisation versée à la prévoyance ou la mutuelle d'entreprise. C'est quelque chose qui est possible, mais attention, faites très attention. Il ne faut pas contrevenir au principe d'égalité. Et si vous voulez rentrer là-dedans, il faut consulter un avocat spécialisé en protection sociale. Je vous dis que c'est possible. C'est tout à fait possible de faire varier le niveau de protection sociale en fonction de la catégorie professionnelle qui est existante dans l'entreprise. Par exemple, les employés auront un niveau de protection défini, les cadres un autre niveau plus favorable, mais qui prendra en charge, qui sera plus cher. C'est possible, mais attention, à ce moment-là, quand même, il faut garder à l'esprit le principe d'égalité. Si vous voulez faire simple, même taux. Et là, ça se passera bien avec l'URSSAF. Question de Michael. Quel est votre avis, avantage, inconvénient sur le système TASE proposé par l'URSSAF? Alors, le système TASE, c'est un système qui a été proposé par l'URSSAF et qui est gratuit. Donc, l'avantage, c'est que c'est gratuit. Voilà, ça au moins, on ne peut pas le renier, puisque à partir du moment où vous arrivez à avoir des bulletins de salaire gratuitement, c'est quand même un avantage majeur. Bon, on aurait préféré qu'il dégraisse de 10 000 personnes le nombre de l'URSSAF, ce qui aurait permis d'avoir des cotisations sociales moins élevées et ça aurait permis à chacun de pouvoir faire ce qu'il veut avec son argent. Mais bon, la vie est foutue comme ça, sans doute des questions administratives, encore une fois de plus. L'inconvénient, maintenant, on va y arriver. Bon, l'inconvénient, vous devez tout faire, tout simplement, tous les mois. Si vous avez des salariés, ça ne remplace pas votre contrat de travail. Vous n'avez pas non plus de conseil en matière sociale, puisque c'est un logiciel, une sorte d'Excel qui a été mis en route par l'État et l'URSSAF. Donc, on ne peut pas dire que ce soit mauvais ou que ce soit bien. C'est simplement un système qui, aujourd'hui, est mise à disposition pour les employeurs, pas tous les employeurs, parce que toutes les conventions collectives ne peuvent pas rentrer dans ce système, mais dont l'avantage majeur est la gratuité. Ça, là-dessus, au moins, c'est clair et net. Donc, il faudra bien faire des contrats de travail à part, il faudra déclarer les choses complètement à part, et notamment si vous avez des salariés, ça se complexifie sacrément. Ok, alors, donc là, on a certaines questions qui touchent les déclarations sociales. Ça va être justement l'objet de ce quatrième point. Alors, attends, juste avant, des questions qui sont sur autre chose. On le regardera peut-être, on le regarde tout de suite, on en profite quand on contractualise avec Doux. Y a-t-il des conseils pour la complémentaire santé et prévoyance? Donc, c'est un cabinet d'expertise comptable. Donc, les conseils qu'on pourra vous donner, c'est de souscrire à une prévoyance qui fonctionne de manière très simple, qui vous laisse très peu de paperasse administrative à accomplir et qui vous proposera des tarifs les tarifs sont réglementés de toute façon. Il faut que vous souscriviez à un contrat dit responsable. Ça veut dire que le contrat d'assurance doit prendre en charge des prestations à un certain niveau et exclure d'autres prestations. C'est défini tout ça au niveau des pouvoirs publics. Tous les organismes proposent des contrats responsables, il faut faire attention à bien les cibler. On vous conseille, nous, on n'a aucun partenariat avec eux, mais Alan, ça fonctionne très bien parce que c'est très simple, tout se passe en ligne, c'est signé en ligne, ça se met vite en place. Ils vous font même la DUE pour vous. Donc, c'est ce qu'il y a de plus simple et je crois que c'est l'un des moins chers parce qu'ils dématérialisent tout, ils en font des économies d'échelle là-dessus. Mais sinon, après, vous êtes assez libre de souscrire à l'organisme que vous souhaitez. Avec le petit conseil que je vous donne quand même, prenez en compte le fait que certains organismes ne sont pas tous compatibles 100% DSN. Et je vous parle de ce que c'est que la DSN.
Ceux qui ne sont pas tous compatibles 100% de DSN, il faut un petit peu les éviter et je vous expliquerai pourquoi. Après, je crois qu'on a une autre question. Alors, Daniel, ça c'est parfait, je vais vous répondre dans les slides qui suivent. On a Max Merle qui nous dit « Donc, une décision unilatérale de l'employeur ne peut pas cibler que le président et pas les salariés non plus. » Donc, alors, la décision unilatérale de l'employeur, ça vise tout le monde. Tout le monde. Donc, salariés, salariés-employés, salariés-ouvriers, si vous avez des ouvriers, salariés-cadres, et même vous. C'est obligatoire. C'est ce qui va permettre, en fait, ce qui va autoriser. Pourquoi on fait une décision unilatérale de l'employeur? Pourquoi c'est obligatoire? C'est pour autoriser le prélèvement en déduction du salaire brut des salariés. Voilà, en principe, dans le droit du travail, on doit obtenir l'accord du salarié pour le faire. C'est une modification du contrat de travail, et quand on modifie le contrat de travail, on doit avoir l'accord, le consentement du salarié. Là, avec la DUE, on va réduire le salaire du salarié parce qu'il y aura une partie de la cotisation au financement de la complémentaire santé d'entreprise qui sera financée par le salarié et servir en déduction de son salaire. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette DUE. Et là, elle doit concerner tout le monde. Max Merle. Ce que je te propose, c'est continuer parce que les deux questions qui sont posées, celle de Fouad en dernière question et celle de Daniel, on pourrait y répondre au moment de la conclusion. Ça marche. Alors, la DSN, c'est quelque chose que, pour beaucoup d'entre vous, vous ignorez complètement, si vous vous rémunérez pas. C'est quelque chose que les salariés ignorent complètement, et c'est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes lorsqu'on se verse un salaire. Quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à déclarer ses charges sociales, dans un premier temps, et à les payer ensuite. Les déclarer à qui? J'allais dire simplement à l'État. L'État, mais en réalité, pour être plus précis, les organismes sociaux de la protection sociale française. Et là, ils sont très, très, très nombreux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du millefeuille administratif. Là, franchement, c'est un bel exemple du millefeuille administratif qui existe en France. Il y a énormément d'organismes sociaux. Lorsque vous versez un salaire, lorsque vous faites un bulletin de salaire, c'est la première chose à faire. Déjà, c'est à vous de calculer les charges sociales, pas à l'administration. C'est vous qui devez calculer les charges sociales et c'est vous qui devez calculer ce que vous devez à l'administration. C'est comme si vous allez au restaurant et que vous devez calculer la note à la fin du repas et dire, bon, je vous dois ça, j'ai fait les calculs, ça fait ça. Non, là, ça fonctionne à l'envers. L'administration vous fait travailler et vous devez communiquer tous ces éléments qui correspondent à votre situation, à votre salaire. Il y en a beaucoup. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui, tous les mois, à chaque fois qu'il y a un bulletin de salaire, vous devez les communiquer à l'administration. Et quand je dis l'administration, c'est l'URSSAF, c'est l'ACOS, c'est la CNAV, c'est la CARSAT, c'est la CNAM. Bref, c'est même les impôts, même le fisc est intéressé par votre salaire. Pourquoi? Parce que vous le savez, avec le prélèvement à la source, vous devez travailler à la place de l'administration et déjà prélever une partie du salaire et pour le reverser aux impôts au titre de l'impôt sur le revenu. Donc, bref, la DSN qui est obligatoire depuis 2017 a pour objet, pour philosophie, pour finalité, de simplifier les choses parce qu'auparavant, il fallait faire une déclaration à chacun de ces organismes individuellement. L'objet de la DSN, c'est de faire plus qu'une seule déclaration et après, ça ruisselle vers les organismes sociaux en fonction des informations qui intéressent certains organismes et pas d'autres. Donc voilà, c'est une déclaration, c'est déclarer votre salaire, c'est déclarer les charges sociales, c'est obligatoire. Je vais vous expliquer très vite les grandes règles qui sont impératives en matière de DSN. Juste avant, vous pouvez faire la DSN tout seul, il n'y a pas de problème. Vous allez sur netentreprise.fr, c'est complètement gratuit, et là, vous faites, comme un professionnel de paye ou un expert comptable, votre déclaration de salaire. En principe, si vous n'avez pas de connaissance en paye, c'est impossible. Vous pouvez aller voir, vous verrez, c'est impossible. Vous pouvez, comme Patrick vous l'a expliqué, recourir à Thésée. Pourquoi Thésée existe? Parce que précisément, notre entreprise, la DSN, c'est compliqué et l'URSSAF a voulu simplifier les choses en créant Thésée. Patrick vous a expliqué un petit peu que vous serez un petit peu seul sur Thésée. Thésée ne prend pas en charge toutes les situations. Ne prend pas en charge, par exemple, pour être très concret, toutes les cotisations qui sont complémentaires. Donc, quand je parle de prévoyance et de complémentaires frais santé entreprise, la mutuelle entreprise, ça, c'est quelque chose que vous devrez vous en occuper tout seul. Voilà. Et puis Thésée, que vous appelez, derrière, c'est l'administration, et bien souvent, il n'y a personne. Voilà. Quelles sont ces grandes règles? Alors, ça, c'est applicable pour tout le monde, que vous travaillez avec un expert comptable ou un autre avec un cabinet de paye. Il faut bien avoir conscience des règles de temporalité. Lorsque vous versez un bulletin de salaire, vous devez le déclarer. Ou si ce n'est pas vous,
le tiers déclarant, si vous externalisez la paye. Il y a en réalité un petit décalage entre le mois où vous vous rémunérez et le mois où vous déclarez votre salaire. Pour faire très simple, il y a 15 jours de décalage. Pour donner un exemple très concret, si vous déclarez pour le mois de janvier, vous versez un salaire pour le mois de janvier, vous faites, à la fin du mois de janvier, vous faites votre bulletin de salaire, vous devez faire la DSN le plus tard le 15 février. Voilà. Après, vous rentrez dans le hors délai et vous aurez à ce moment-là des pénalités. Et voilà. Et ça, il y a ce petit décalage de 15 jours, il va toute l'année. Donc, pour le mois de février, vous devez déclarer votre mois de février le 15 mars. Voilà. Donc ça, c'est pour la déclaration, c'est une chose. Après, il faut payer les charges sociales, ces différents organismes. Et c'est exactement pareil. Il faudra déclarer quasiment au même moment. Vous payerez vos charges sociales au même moment que vous déclarez votre bulletin de salaire. Voilà, je ne rentre pas dans le détail. En principe, c'est le cabinet de paye ou votre cabinet d'expert comptable qui s'occupe de cela. Mais voilà, sachez que si vous trouvez qu'il y a une rigidité avec ça, c'est à cause de ces règles de temporalité où il faut être très rigide là-dessus. Avant, on pouvait un petit peu s'arranger. Maintenant, c'est compliqué. Si vous ne respectez pas ces délais, il faut faire des régularisations. Vous avez le droit de régulariser jusqu'à un mois après avec des pénalités. Et au-delà, il faut oublier. Donc voilà, bien respecter cette temporalité. Et qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on remarque qui pose le problème le plus souvent? Ce sont des problèmes de paiement. Ce sont les paiements qui posent le problème. Parce que tout simplement, je vous expliquais que c'était un peu compliqué de mettre en place, enfin pas compliqué, mais un petit peu long de mettre en place correctement sa paye. Parce qu'en réalité, là où ça pêche un petit peu, c'est la validation des mandats CEPA pour les prélèvements automatiques. Donc, ça veut dire que vous déclarez correctement, ou le cabinet déclare correctement votre salaire aux organismes sociaux. Mais lorsqu'il s'agit de payer automatiquement les cotisations, vu qu'il y a un problème de mandat CEPA qui n'a pas été bien réglé au début, ça génère un refus de paiement. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec des pénalités, des majorations de retard, et c'est bien dommage. Voilà. Enfin, deuxième, j'ai déjà un peu expliqué, le pas d'effet rétroactif avec la DSN, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, pour respecter ces règles de temporalité, au mois de juin, vous ne pouvez pas déclarer que vous avez versé un salaire au mois de janvier, par exemple. Voilà, ça, c'est pas possible. Voilà. Alors, ça, c'était pas intéressant, qu'on se le dise. Maintenant, je vous ai expliqué que la DSN, c'était compliqué, que vous pouvez le faire tout seul si vous voulez sur notre entreprise. Vous pouvez le faire sur Thésée, même, si vous voulez. Mais ça demande quand même d'avoir des connaissances. Voilà. Il faut avoir des connaissances. Et c'est bien pour vous, justement, ça va être le sujet. Vous pouvez vous former à plein de choses avec votre compte professionnel de formation, votre CPF, qui est très accessible et qui est nouveau, qui remplace votre DIF. Vous pouvez l'accéder à moncontreformation.gouv.fr. Alors, il y a 2 fois gouv.fr, mais on l'enlèvera pour le prochain. Et on ne va pas passer au commun tout de suite. C'est extrêmement simple. Vous avez besoin, si vous ne l'avez pas encore consulté, faites-le maintenant. C'est très simple. Vous allez sur cette adresse-là. Vous rentrez votre numéro de sécurité sociale. Vous créez un compte en 2 minutes. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas de formulaire à remplir. Et là, vous accéderez à un montant, une somme comme sur votre compte bancaire qui sera compris entre 0 et 5 000. 5 000 €, c'est le maximum. Et ça va vous servir pour simplement vous former. Donc, sans débourser de l'argent de la part de votre salaire, de votre épargne, vous former à plein de choses, y compris des choses qui peut-être vous n'imaginiez pas, comme le permis de conduire. Vous pouvez prendre en charge une partie du permis de conduire grâce à votre CPF. Vous pouvez vous former à la gestion de paye pour votre propre paye. Vous pouvez vous former à créer une création d'entreprise, comme on vous fait un petit peu là avec Patrick dans ce webinaire. Enfin, il y a plein de choses. Il y a un moteur de recherche qui fonctionne par mots-clés. C'est assez simple d'utilisation. Et ça s'alimente tous les ans. Une partie de votre cotisation vient alimenter votre CPF. C'est plafonné à 5 000 €. Donc, pensez à l'utiliser, parce que passer aux 5 000 €, c'est de l'argent qui est un peu perdu. Alors, Patrick, tu me dis s'il y a des questions. Je n'ai pas regardé. Ce sera des questions plutôt pour la conclusion. OK. Alors, comme Patrick vous l'a expliqué en début de webinaire, les charges sociales, ça coûte cher. Et en plus de cela, contrairement aux salariés, vous n'avez pas droit au chômage. Avant, je vous rassure, vous ne payez pas de cotisation au chômage. Voilà, quand même. Mais certains d'entre vous se demandent parfois s'ils ne pourraient pas, en plus de leur mandat social de président, cumuler un contrat de travail de salarié pour se prévenir justement d'un cas où il serait temps de fermer l'entreprise et de se retrouver au chômage. Sachez que c'est très compliqué, c'est très rare, ça fonctionne très rarement. C'est une raison qui peut se comprendre tout simplement. Un contrat de travail, c'est quoi? C'est un contrat
entre deux personnes, déjà, bon, très bien, mais entre une personne subordonnée et une personne qui donne des ordres. Si vous êtes au sommet de la pyramide dans votre entreprise, qui vous donne des ordres à part vous-même? Donc, c'est pas possible. Donc, en principe, en droit, on distingue 3 conditions pour pouvoir effectivement cumuler un contrat de travail avec son mandat social. 1, il faut exercer des fonctions salariées distinctes de son mandat social. Voilà. Il faut avoir une rémunération distincte en contrepartie de ces fonctions distinctes du mandat social. Et troisièmement, et c'est là que ça fait le plus gros problème, c'est qu'il faut un lien de subordination juridique vis-à-vis de votre société. Et si vous êtes à la tête de votre société, vous ne pouvez pas être subordonné à elle. Et donc, très concrètement, je vais prendre votre situation qui est dans 90% des cas celle-ci. Vous êtes président de SASU et vous êtes en même temps l'associé unique de cette SASU. Et à ce moment-là, vraiment, là, vous avez de compte à rendre vraiment à personne. Donc, dans 99,9% des cas, c'est pas possible de cumuler un contrat de travail. Si vous le faites, bien écoutez, il y a deux solutions. Soit ça se passe bien au début et vous payez des charges sociales, et au moment où vous voulez le chômage, on vous dit non, désolé, c'est pas possible, votre contrat de travail est fictif, tant pis pour vous. Alors là, pour récupérer la charge sociale, il faut se lever de bon matin. Soit on vous dit tout de suite, écoutez, vous avez un contrat de travail qui est fictif, on vous contrôle, et à ce moment-là, peut-être que si votre expert comptable ne vous a pas bien conseillé, il vous a appliqué sur votre contrat de travail des réductions de charges sociales qui sont pour les salariés. On vous a parlé de réduction loi Fillon, réduction sur les bas salaires. Et l'URSSAF va vous dire, il manque à gagner. Vous n'êtes pas salarié, vous n'avez pas le droit à ces réductions-là, donc remboursement. Donc voilà, donc ce qu'il faut faire en fait, je ne veux pas vous faire peur, mais ce qu'il faut faire, il faut absolument interroger Pôle emploi sur votre situation, et Pôle emploi peut vous donner une réponse avant de rentrer dans une situation de cumul de mandat de travail, de mandat social, contrat de travail. Il y a un questionnaire qui est à disposition sur le site internet de Pôle emploi, vous le remplissez, vous l'envoyez, vous avez une réponse en plusieurs semaines, on ne va pas se mentir, mais vous aurez une réponse. Et si vous êtes président de SASU, il y a 99% de chances que ce soit une réponse négative. Voilà. Cela dit, vous pouvez quand même vous sécuriser vis-à-vis de la risque de votre perte de votre mandat social. Et ça, c'est tout simplement en souscrivant à une assurance privée. Alors, la plus connue, c'est peut-être GSC, et qui va permettre à titre privé de cotiser à une assurance privée, perte de mandat social, dépôt de bilan. C'est pas une solution. Voilà, c'est pas interdit. Si vous avez les moyens, essayez de vous protéger de ça. Voilà, j'ai quelques exemples d'assureurs qui vous proposent ces produits. Passez par un courtier si vous voulez faire une étude approfondie, je vous conseille. Mais c'est possible. Donc là, on arrive sur la partie, on va répondre à Martine, combien se payer? Ça, c'est une question qui nous est souvent posée. Tu en parles? Oui, bien sûr, pas de problème. Alors, on va parler de combien se payer. Alors, ça comprend peut-être 2 questions. La plus importante, c'est est-ce qu'il faut se fixer un salaire minimum? Et si oui, combien? Vous vous doutez que la réponse est oui, il est recommandé de se fixer un salaire minimum. Et la deuxième question, c'est très bien, on a un salaire minimum, mais quel pourrait être le salaire, non pas maximum, parce que vous pouvez verser des millions d'euros si vous avez les moyens, mais le salaire optimal. Et vous verrez que c'est une question qui est intéressante à se poser. Alors, quand on parle de salaire minimum, bien avec Patrick, on a décidé de cerner 3 grandes problématiques qui peuvent vous impacter. D'abord, c'est votre retraite. Vous versez des cotisations quand vous touchez une rémunération au titre du bulletin de salaire. Ces cotisations alimentent l'assurance retraite. Et en retour, comme Patrick vous l'a expliqué, ce n'est pas de l'argent vraiment perdu, c'est de l'argent qui est différé. Ce sont des cotisations, ce sont des droits que vous allez acquérir. Et à un certain montant de cotisation, vous allez valider des trimestres pour votre retraite de base. Vous savez que la retraite de base, c'est une histoire de trimestres validés. Il en faut un certain nombre pour avoir votre taux plein quand vous atteignez l'âge de départ à la retraite. Classiquement, aujourd'hui, il faut qu'on sait, pour la majorité des Français, 172 trimestres. Ça, c'est une problématique. La deuxième problématique, c'est la taxe PUMA. Alors ça, c'est quelque chose qui est peu connu. La taxe PUMA, c'est quelque chose qui va venir frapper vos revenus du capital, j'en parlerai après. Et donc, en vous versant un salaire minimum, vous pouvez éviter de payer cette taxe PUMA. Vous verrez que ce n'est pas non plus un énorme danger. Enfin, il y a les indemnités journalières. Quand vous tombez malade, si vous n'avez pas de salaire, eh bien, vous n'aurez pas de revenu de remplacement versé par la Sécurité sociale, ni, en principe, par une complémentaire, une prévoyance. Donc, voilà
l'intérêt de se verser un salaire minimum, c'est au moins éviter éviter la taxe PUMA, mais avoir des droits sur les deux autres points. Pour la retraite, on va faire très simple. Vous pouvez valider 4 trimestres au maximum pour votre retraite de base. Je parle de la retraite de base et la retraite complémentaire aussi à Carco, je en ai un tout petit peu parlé. La retraite totale, c'est le cumul des deux. Votre pension, c'est le cumul retraite de base plus retraite complémentaire. 4 trimestres, qu'est-ce qu'il faut comme salaire pour valider les 4 trimestres? C'est le maximum par année civile. Et bien en fait, il faut un salaire qui corresponde à 600 SMIC horaires brut. 600 SMIC horaires brut pour 2021, qui vous permet de valider 4 trimestres, ça fait 6 150 € brut. Alors, attention, ne jouez pas à qui sera le plus proche de ce montant-là. Ça pourrait causer quelques soucis en termes de déclaration sociale. Il faut se donner une petite marge. Nous, on vous recommande, si vous voulez valider juste 4 trimestres de retraite, de vous donner un salaire minimum de 600 € par mois. Ça vous fera à l'année, salaire brut, hein, ça vous fera à l'année plus de 6 150 €. Donc, ça vous donnera une petite marge. Mais voilà, ça c'est une chose. Et la deuxième chose qu'il faut savoir et que personne ne sait, c'est qu'il faut se verser un salaire en plusieurs fois. Voilà, je vous conseille. Et de toute façon, lorsque vous démarrez une DSN, ça fonctionne comme pour les salariés. C'est mal fait, hein, pour vous, ça c'est mal fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous décider de vous verser un salaire un mois donné, et puis pendant 3 mois rien, et puis recommencer le 4e mois. Lorsque vous entamez le salaire, le bulletin de salaire, c'est pour tous les mois. Tous les mois. Vous devez déclarer, vous devez faire une DSN, vous devez faire en grosso modo des bulletins de salaire à 0 s'il faut. Mais ça fonctionne comme ça en France. En France, il faut déclarer qu'on n'a rien à déclarer finalement. C'est dommage, mais c'est comme ça que ça marche. Depuis très peu de temps, on peut mettre fin à la DSN. Il faut demander à l'URSSAF. Voilà, c'est un peu compliqué, mais jusqu'à quelques mois, c'était pas possible. Il fallait faire des DSN jusqu'à ce que vous finissiez votre mandat social, jusqu'à ce que vous mettez la clé sous la porte ou vous décidez de dissoudre votre société. Voilà. Donc la retraite, je reviens à la retraite, 6 150 € pour valider 4 trimestres. La taxe PUMA. La taxe PUMA, je vous disais, attention, c'est quelque chose qui peut venir vous frapper. Et en même temps, je vous disais aussi, ce n'était pas hyper dangereux, mais quand même, il faut en avoir conscience. Qu'est-ce que c'est? C'est une taxe qui va venir en fait frapper les dirigeants ou tout simplement les personnes physiques qui ont des revenus du capital importants, mais qui ne contribuent pas à la protection sociale de la France, de notre pays. Ces gens-là bénéficient, comme tout le monde, d'une sécurité sociale de base, c'est-à-dire de la prise en charge de leurs frais médicaux, de leurs médicaments, de la pharmacie, consultation médicale, à un taux moyen de 70%, comme tout le monde. Mais par contre, à la différence des autres, ils vont avoir un important revenu, mais du capital, qui ne cotise pas, qui ne alimente pas, de manière beaucoup moindre, le système santé France. Eh bien, ces gens-là, ils vont devoir payer une taxe PUMA qui est un pourcentage qui est, pour être très précis, 6,5% de leur revenu du capital. Mais il y a plein de conditions pour pouvoir être soumis à la taxe PUMA. D'abord, bien sûr, c'est ne pas avoir de salaire et un salaire inférieur à 20% du PAS. Ça fait un salaire 20% du PAS, ça fait moins de 8 000 € par an, net imposable, attention, net imposable. Et la taxe PUMA, donc ça, voilà, faites attention, si vous avez un salaire à moins de 8 000 net imposable, faites attention. Et faites encore plus attention si vous avez des revenus du capital supérieurs à 50% du PAS. Ça veut dire quoi? Supérieur à 20 568 €, parce que la taxe PUMA frappe les revenus qui sont supérieurs à ce montant-là. En dessous, vous n'avez rien. Au-dessus, vous commencez à payer la taxe PUMA. Vous commencez parce qu'après, il y a un taux dégressif, je ne rentre pas dans les détails. Mais pour faire très simple, vous avez par exemple des dividendes jusqu'à 20 000 € et même pas de salaire. C'est bon, il n'y aura pas de taxe PUMA. Et je termine juste par un dernier point aussi qui vous permet d'éviter de payer la taxe PUMA, c'est d'être marié ou pacsé. Et marié ou pacsé avec quelqu'un qui se verse un salaire, un SMIC. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais vous ne serez pas soumis à la taxe PUMA, même si vous avez des millions de revenus de dividendes, par exemple. Vous pouvez, sur la base de votre conjoint, être exonéré de la taxe PUMA. Voilà. Bon, bref. Donc, 700 € par mois, net imposable, ça vous permet d'éviter la taxe PUMA. Bon, Étienne, on va se transformer en agence matrimoniale, je le sens bien. On va rencontrer des gens qui touchent au moins le SMIC, il y a des gens qui sont millionnaires en termes de dividendes. Ouais, ça c'est bizarre. Et grâce à cela,
effectivement. Je pense que sur Mythic, ils n'ont jamais pensé à ça. Ils cherchent toujours à avoir des originalités. Je pense que l'une pourrait être je touche un butin de salaire. Si vous gagnez des millions de dividendes, n'hésitez pas à me rejoindre, à se paxer, à se marier. Bon, Voilà. un nouveau concept, à mon avis, un nouveau Ouais. Et juste quelque chose sur la taxe PUMA, en fait, voilà, vous avez vu qu'à 20 000 euros de revenus de capital, vous risquez pas grand-chose. Au-delà, en fait, faut faire attention, je pense, essentiellement si votre entreprise fonctionne bien et que vous décidez de la vendre, c'est à ce moment-là que ça pourrait être dangereux, parce que si vous vendez votre entreprise à, je sais pas, ça marche bien, 200 000 euros, et que vous n'avez pas de salaire à ce moment-là, là, ça peut être assez salé. Bref. Vos indemnités journalières, maladie. Donc, comme je vous expliquais, vous tombez malade, vous ne pouvez plus avoir de salaire pendant un certain temps parce que vous êtes tout simplement inapte au travail de manière temporaire. Vous avez le droit à des indemnités journalières comme pour les salariés parce que vous payez des cotisations comme les salariés. Mais alors là, vous voyez que c'est assez faible. C'est assez faible, c'est plafonné. Et ça me fera une parfaite transition pour vous expliquer quel est le salaire optimum. Le montant maximum de vos indemnités journalières est de 45 euros. C'est 45 euros, c'est le maximum. Vous pouvez avoir 2 millions de salaires mensuels. Vous n'aurez pas plus de 45 euros par jour d'indemnité journalière. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que ça correspond, le calcul, il se fait en fonction en fait, de vos rémunérations précédentes. Et c'est la moitié. C'est la moitié de votre rémunération. Voilà, on fait le calcul sur la base de la moitié de votre rémunération dans la limite de 45 euros. Donc, ce n'est pas énorme. Transition étant faite, donc pas de salaire, pas d'indemnité journalière forcément. Transition étant faite sur le salaire optimal, en réalité, alors ce qu'on vous conseille, votre salaire optimal devrait varier entre 1,8 SMIC et le pass mensuel. Donc voilà, ça veut dire grossièrement, si vous avez les moyens de vous rémunérer, c'est bien d'aller jusqu'à 3 400 euros par mois, brut. Au-delà, c'est plus très intéressant. Au-delà, vous allez continuer à payer des charges sociales de manière importante, mais vous allez acquérir beaucoup moins de droits, voire plus du tout de droits. C'est l'exemple de la retraite de base. C'est bien de varier les trimestres de retraite, mais le montant de votre retraite, la calcul de votre pension de base se fait en fonction de votre salaire que vous avez touché dans votre carrière. On prend les 25 meilleures années et on prend votre salaire en considération à un pass, donc à 3 400 euros par mois. Si vous versez 5 000 euros par mois, et ben, l'argent qui est cotisé au-delà de 3 400 euros, ben, vous n'avez aucun droit en retour. Donc voilà. Et c'est pareil pour beaucoup de choses. On pourrait parler de l'invalidité. Votre pension d'invalidité est calculée, si jamais vous êtes invalide, ce que je ne souhaite pas, et ben, ce sera dans les calculs du salaire, dans la limite de un pass mensuel, donc 3 400 euros. Voilà, donc ça, c'est peut-être l'information que vous pouvez avoir en tête. Le salaire minimum, le salaire optimum. Ok, on va reprendre les questions. Donc là, on vient de terminer le webinaire. Il y a beaucoup de questions que l'on a laissées un petit peu de côté. On va y revenir tout de suite. On va commencer par la fin, puis je vais remonter. Xavier, donc, qui est avocat et qui est président de sa SASU. Et en matière de retraite, comme les experts comptables et comme tous les professionnels libéraux, dépendent de la CNBF et non du régime général. Toi, tu dois connaître ça, Étienne. Donc, chez Doux, on ne prend pas en charge ces bulletins de salaire, de paye. J'avoue que là, je ne sais pas parce que il faudrait que je demande concrètement à notre département droit social. Étienne, si tu veux bien, note. Alors, je note la question. Je pense que j'ai déjà un petit peu l'élément de réponse. C'est que les avocats, comme beaucoup d'autres professions libérales réglementées, ont des particularités en termes de cotisation sociale. Et la cotisation retraite en fait partie. Si bien que c'est une circonstance que le département social de Doux ne gère pas encore. On aurait pu aussi citer par exemple les intermittents, les marins-pêcheurs, ce sont les artistes de l'Opéra de Paris, par exemple. Ce sont des choses très particulières et qui nous empêchent de générer un système général compatible avec toutes les professions. Et les avocats ont des particularités, et la CNBF en fait partie. C'est peut-être pour ça qu'on ne prend pas encore en charge les bulletins de salaire. D'ailleurs, il n'y a pas de bulletin de salaire pour les avocats. Cette circonstance-là. Donc, pour Xavier, je crois que c'est ça la raison. Bon, on reviendra, Xavier, sans doute, si on trouve une solution. J'ai marqué Payfit, et je ne suis pas tout à fait sûr en plus. Fabien, bonjour. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux plafonner son salaire de président à un montant moyen pour ne pas payer trop de charges sociales et compenser par des dividendes plus importants? Fabien, on a
notamment des webinaires qui s'intitulent « Optimiser la rémunération des présidents de SASU ». On a joué 3 talk-shows avec Étienne sur notamment cette optimisation. Les dividendes peuvent pour partie, effectivement, améliorer, oui, mais il existe plein d'autres méthodes et c'est ça qu'il faut regarder. Je vais mettre tout à l'heure, quand Étienne répondra peut-être à des questions, j'en profiterai pour marquer ce webinaire que nous avons réalisé. Ouais, Xavier, je comprends tout à fait la question. Alors, je remonte parce que… toc, toc, toc… suite à une erreur de ma part, donc ça c'est Daniel qui dit ça, de montant déclaré, puis-je modifier une déclaration URSSAF de janvier 2020? Si oui, comment puis-je le faire? Eh bien, la réponse, c'est si vous avez fait une déclaration pour votre salaire de 2020, pour janvier 2020, vous payez en principe vos charges de décembre de 2020, vous avez dit pas 2021. Ah, en 2020, c'est mort, c'est fini. 2020. Ouais, non, c'est fini. Alors après, vous pouvez tenter de voir les choses à l'amiable, mais vous allez devoir, si c'est accepté, il y aura de lourdes charges de régularisation et de pénalités. Hein. Mais en principe, c'est pas possible. La régularisation, pardon, fonctionne sur un mois. Voilà. Vous pouvez faire une erreur et puis un mois après, régulariser. Au-delà, on rentre dans la complexification qui va vous faire peser des pénalités, tout simplement. Grégory qui pose une question, pas du tout conseillé par mon ancien comptable, plus d'ARE, pas de salaire, une mutuelle souci à l'arrache, c'est possible de me verser des sous pour la fin du mois? Je ne sais même pas si j'ai le statut optimal. On est le combien aujourd'hui? Le 12, je crois. Ouais, ça fait là, la fin du mois, ça va être compliqué. Je vous ai mis un lien pour vous expliquer un petit peu si vous partez de zéro, de vraiment zéro, tout ce qu'il y a à faire pour mettre en place une paye. Là, ça va être vraiment, pour Doug, ça va être très compliqué de faire mettre les choses en place. Vous expliquez que pour avoir un compte URSSAF, il fallait 6 semaines. C'est énorme. Ça dépend de l'URSSAF. Hein. Il faut 6 semaines pour ouvrir un compte à l'URSSAF. Donc, ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Isidore, alors, oui, voilà. Isidore qui pose une question, qui décide de la formation de la présidente SASU et à hauteur de combien? Alors, Isidore, 2 choses. La première, c'est que j'ai mis un lien plus bas sur un webinaire qu'on assume le 18 janvier avec notamment un participant qui m'a fait une proposition de co-animation, donc chose que j'ai acceptée, et on parlera justement de la formation des dirigeants. Mais la formation des dirigeants, premièrement, c'est le président qui décide, d'accord? C'est aussi simple que ça. Il décide de sa formation. Et là, il y a plusieurs phénomènes possibles. Soit il peut effectivement bénéficier de son compte formation, entre parenthèses, et le prendre sur son compte à lui. Deuxièmement, il peut le faire prendre en charge par la société. Troisièmement, il peut également le faire, utiliser son organisme collecteur, le cas pour justement le faire prendre en charge par l'organisme de formation. Et quatrièmement, il peut bénéficier, quoi qu'il arrive, d'une réduction d'impôt sur les sociétés, je dis bien, ou d'impôt sur le revenu, si la société est un impôt sur le revenu, lié à ce qu'on appelle au crédit d'impôt formation des dirigeants, qui est globalement le montant du SMIC multiplié jusqu'à 40 heures de formation qui peuvent être prises en charge à hauteur du SMIC. Donc voilà, donc là, c'est un gros sujet, la formation, et quoi qu'il arrive, en tous les cas, la société peut la prendre en charge véritablement au pire. Fouad, que pensez-vous du contrat de prévoyance et santé proposé par MMA? Alors, premièrement, je ne le connais pas spécialement, on ne connaît pas tous les contrats. Il y a une chose sur laquelle il faut vraiment faire attention, mais vraiment attention dans la prévoyance, c'est le cas où il arrive un pépin majeur, d'accord? On n'est pas en train de se dire qu'on s'est retourné un ongle et puis qu'on va devoir aller faire une manicure. Je suis en train de parler de choses monstrueuses, d'accord? Et dans ces cas-là, c'est véritablement la façon dont est appréhendée la notion même d'accident qui est important. On va prendre un exemple pour être hyper concret. Supposons, pour une raison X ou Y, que vous êtes chirurgien, par exemple, et que vous vous coupez un doigt. Ça veut dire que vous ne pouvez plus travailler, c'est terminé.
C'est fini. Enfin, en tant que chirurgien, bien évidemment. Eh bien, si vous dépendez, si vous avez pris un contrat général, eh bien, la perte d'un pouce n'est pas considérée comme une invalidité permanente, si bien que vous toucherez rien comme invalidité. Si par contre le chirurgien, c'est ce qu'ils font tous, heureusement d'ailleurs, prend quelque chose d'ultra précis dans son métier, il touchera une rente à vie du fait de son invalidité permanente. Alors pourquoi je dis cela? Parce que tout simplement, selon les contrats de prévoyance, certains font référence au coefficient décrit par la loi, entre parenthèses, qui n'est pas très avantageuse, n'ayons pas peur, c'est-à-dire qu'il faut quasiment être mort, j'exagère, pour être reconnu comme invalide, alors que d'autres ont des restrictions, ont moins de restrictions, sont beaucoup plus cernés et permettent en fait aux personnes d'avoir une meilleure prévoyance. C'est pour ça que, Fouad, je ne connais pas tous les contrats qui peuvent exister en matière de prévoyance, j'en ai strictement aucune idée, mais il y a un truc dont je suis sûr, parler tout simplement des coefficients d'invalidité pour voir si le mec qui est en face de vous comprend quelque chose. S'il comprend que dalle, vous pouvez fuir sur le champ, c'est aussi simple que ça, et aller voir un vrai professionnel qui pourra vous expliquer ça directement. Je pense que c'est l'un des points majeurs, parce que le problème avec les assurances, enfin, c'est pas un scoop, il y a ceux qui récupèrent l'argent et il y a ceux qui donnent. Et ceux qui donnent, en règle générale, ils appliquent à la lettre tous les contrats que vous avez pu signer, et puis s'ils peuvent un petit peu en rabioter, ils n'hésiteront pas. J'ai rien contre les assureurs, qu'on soit tout à fait clair. Je pense qu'on a tous besoin. Mais en tout cas, soyez sûrs et certains qu'il faut lire votre contrat et ne pas hésiter à poser des questions sur des sujets qui font un peu peur. Je crois que c'est l'un des points majeurs. Je pense qu'on a dû répondre à peu près à toutes les questions. J'avais une question: à chaque fois que la paye du président change, l'associé doit prendre une décision? Non, pas spécialement, mais il est certain que si vous êtes président ultra minoritaire, vous ne pouvez pas changer votre rémunération sans que les autres associés ne soient pas au courant. Ça, je crois que au moins, c'est clair. On a parlé de la formation, on a un webinaire sur la formation. Tac. Ok. Voilà, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Ah, si, tiens, Philippe, on peut se faire une fiche de paye a posteriori. Alors, quand on est président, Philippe, la question, elle ne se pose pas dans ces termes. Premièrement, on peut se donner un bulletin de salaire, mais on n'est pas obligé de se donner son net. La seule chose qu'on est obligé, c'est à la fin du mois, comme a expliqué Étienne, verser les cotisations sociales, charges patronales et revenus salariales. Mais le salaire net, on n'est pas obligé de se le verser. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on peut très bien se faire un bulletin de salaire au mois de février et au mois de mars, faire un rattrapage en se donnant une prime. On peut faire ce qu'on veut quand on est président, je le rappelle. Quand même, c'est un point majeur. Et puis voilà, je pense que j'ai répondu aux autres questions. Il y en a sans doute qui sont arrivées après. Est-ce qu'un expert comptable est obligatoire pour une SASU en début de sa création, sachant qu'on attend de mettre ça en place sa business, il n'y aura pas de chiffre d'affaires réalisé? La réponse est non. Il n'y a aucun expert comptable qui est obligatoire. Maintenant, mais qui? Ça coûtera le même tarif, que ce soit avant ou après, ça coûtera toujours le même coût pour un expert comptable, donc le plus simple, mais qui, c'est véritablement d'en avoir un dès le début, ça évite, ça permet de bien poser les choses et de bien avoir une bonne analyse des choses, notamment récupération des TVA, parfois des crédits d'impôt sur les sociétés, et puis d'autres avantages. Michael, pourriez-vous rappeler brièvement votre offre pour la production de bulletin de salaire? Coût mensuel, 30 €. Bulletin de salaire, 15 € le bulletin de salaire, je crois, non, 10 € le bulletin de salaire décidément, c'est ça, et 20 € je crois sur la DSN, et le deuxième salarié, je crois que ça coûte 15 €. Donc un salarié ça coûte 30 et deux ça fait 45. C'est tout à fait ça, il y a une dégressivité en plus en fonction du nombre de bulletins de salaire. Stéphane, mon ARE finit en mars prochain, je vais donc commencer à verser un salaire d'ici à fin avril, il faudrait s'y prendre maintenant pour la gestion de la première paye pour fin avril. C'est un petit peu tôt, mais c'est pas idiot de s'y préparer maintenant, Stéphane. Et en tout cas, ça ne mangera pas de pain. Fabrice, et ça ne coûtera pas plus cher non plus. Fabrice, je suis en congé de reclassement. Puis-je faire une mission en prestation facturée par la SASU d'un ami et le refacturer quand ma SASU sera ouverte? Fabrice, c'est une excellente question, sauf que là, il y a un petit souci, c'est qu'il faut avoir un statut. Alors, quand la SASU est en cours de création et que l'on fait quelque chose, ça ne soulève pas de difficulté. Pourquoi? Parce que la création démarre non pas
au moment où on reçoit son cabis, mais au moment où on a signé les statuts. Là, le problème en fait majeur de faire une prestation sans avoir quoi que ce soit comme statut, c'est dangereux. S'il arrive un pépin, c'est du travail au black, ni plus ni moins. Daniel, la prévoyance est obligatoire. Oui, pour un président de SASU. C'est la mutuelle qui ne l'est pas. Voilà. 1,5% du salaire brut affecté prioritairement au risque d'essai, pour être très précis. Ok. Martine, le salaire du président doit être fixé en AG. Une fois par an, au moment de l'Assemblée générale, la rémunération du dirigeant est rappelée pour être tranquille et ça permet notamment de faire l'Assemblée générale d'approbation des comptes. Fabrice, pour le bulletin de salaire, il faut prévenir Doux combien de temps avant la fin du mois? Le plus tôt, bien évidemment, et le mieux toujours. Il suffit de prendre rendez-vous, c'est relativement simple. Et je crois qu'il y a des variables. Si vous avez déjà mis en place la paye, une fois que votre paye est en place sur les bons rails, c'est des variables à remplir dans votre paramètre Doux, tout simplement. Ouais. Bertrand, entreprendre une prime et un salaire, quel avantage par rapport aux charges? Bertrand, en fait, c'est véritablement la même chose. La prime, comme le bulletin de salaire, sont soumis exactement aux mêmes cotisations sociales. Voilà, il n'y a pas d'autre choix. Bon, je crois qu'on a répondu à beaucoup de questions. En tous les cas, on est arrivé à la fin. En tous les cas, ça a été c'est toujours quelque chose d'un petit peu compliqué quand on aborde ce point. Je vous ai mis quelques liens, notamment sur les talk shows et sur le webinaire, où vous pouvez les reprendre si vous avez envie. Vous allez recevoir un replay maintenant. Et puis, moi, ce que je vous propose, en tout cas, c'est de vous remercier pour cet après-midi qu'on a pu passer ensemble. Et puis, de vous dire à bientôt à un prochain webinaire. Merci à vous. Et puis, on va se terminer par un petit coup de disco, histoire de terminer en beauté. À très bientôt. Au revoir. Ciao.